Morisson, qui est maître de conférence à l'IAE de Tours, qui va vous présenter une information extraite d'un mémoire de Master 2, de jeune étudiant qui est en apprentissage avec nous à la SMART SRH, périmètre d'investigation secondaire nucléaire, et notamment la base aérienne de 705. Donc à chaque fois, bien sûr, les données que vous avez sont les représentations, en tout cas les informations qui émanent de ces terrains. Mais ce qui est intéressant au-delà de ces présentations, c'est que vous puissiez effectivement prendre conscience que l'université est ouverte. Elle est ouverte vers l'entreprise, elle est ouverte vers toute forme d'organisation, parce que l'armée ouvre ses portes, c'est très ouvert en fait. Et ça permet effectivement pour nombre d'entreprises, au-delà d'accueillir un stagiaire ou un apprenti, ça permet également d'imaginer qu'on puisse, dans vos organisations, développer des projets tutorés. Donc c'est des projets qui sur un an vont accompagner l'entreprise à réfléchir à différents éléments, en fonction bien sûr des formations qui sont ouvertes, ou avec les laboratoires de recherche, de faire effectivement des thèses, ou si vous choisissez d'avoir un étudiant ou une étudiante dans vos organisations, d'avoir des mémoires de fin d'études qui seront sur un élément assez précis. Donc je vous invite à prendre relation avec l'université, avec Valorem, avec la SMART SRH pour faire le pont, parce qu'il y a une richesse qui est facilement accessible par les organisations et dont on se prive trop souvent par les connaissances. Voilà, c'est le petit message que je voulais vous faire passer. Donc, Laurent, je te laisse la parole. Tu as le défi de tenir le délai à peu près un quart d'heure en vulgarisant donc, cette étude qui a été réalisée et présentée au congrès. Congrès BFM, on va le voir à la fin de mes références, je me souviens. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on coupe les sons et que je parle fort? Parce qu'il y a un bruit de zoom derrière, si vous voulez on le coupe. Je m'engage à parler fort, vous m'entendez tous? Oui. Ouais, bon, on fait comme ça, si ça vous va. Donc bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, je m'appelle Laurent. Moi je suis le porte-parole en fait parce que c'est Julie Blain qui a fait tout le travail. Elle était apprentie, donc comme vous l'a dit Frédéric Vallès, sous son mouvement, sous sa direction en tout cas, parce que c'était sa maître tu étais son maître d'apprentissage. C'est une des étudiantes qui a été brillante parce qu'effectivement son mémoire de fin d'année a pu être transformé en communication scientifique, c'est-à-dire qu'il est évalué par les pairs, etc. Donc c'est assez rare qu'on ait des étudiants comme ça qui ne fassent pas de la recherche. Ce n'est pas spécialement dédié à la recherche, mais elle a quand même réussi à le publier. Donc on est assez content, ça veut dire qu'il y a des résultats qui sont assez fiables et assez transposables d'organisation en autre. Et alors moi, comme je suis le porte-parole, je ne veux pas vous parler beaucoup de l'armée, je vais plus vous parler de problèmes de management. Et je m'excuse pour ceux qui sont ici pour écouter les résultats de l'armée. D'ailleurs, je ne vais pas tout présenter par respect justement pour des... C'est pas qu'il y a confidentialité ou pas, mais je ne vous présenterai pas les scores de bien-être qui ont été mesurés par exemple, parce que je n'ai pas demandé d'autorisation et que je ne me permettais pas de prendre ces libertés. On peut y aller, je vous remercie. Merci à Adeline de faire la régie parce que... Alors, est-ce que vous y voyez un peu? Parce que des fois c'est des grands écrans, des fois ils sont plus petits. Pour faire très simple, c'est un modèle de cause à effet. Alors, ce modèle de cause à effet, comme l'a très bien dit Romuald, en recherche, on délimite des périmètres qui sont très réduits parce qu'on veut très bien faire quelque chose, mais comme on n'est pas très bon, on ne peut pas faire tout. Et on est tous rationnellement limités, donc on prend en compte cette limite et on définit des périmètres étroits. En gros, dans le management, il y a l'approche contractuelle qui fait que pour engager quelqu'un, on lui donne plus de sous. C'est les bénéfices extrinsèques, on peut augmenter son salaire, l'attirer, etc. Le motiver avec des primes, tout ça. Les bénéfices intrinsèques, c'est lui proposer des perspectives d'évolution de carrière, par exemple. On va l'accompagner vers lui faire miroiter comme quoi il va pouvoir avoir plus de responsabilités, faire ce qu'il aime et tout ça. Il y a les bénéfices qui sont sociaux, travailler avec des gens sympathiques. Il y a le bénéfice prestige, travailler pour une bonne organisation. Quand on voit les Apple, machin, etc., les gens, nos petits jeunes, ils veulent tous travailler pour les GAFA. Enfin bref, il y a plusieurs bénéfices, mais je vais citer les quatre principaux qui structurent un petit peu ces approches un petit peu contractuelles, qu'on peut arriver finalement assez facilement à maîtriser quand on est manager, mais qui demande beaucoup de dépenses, qui demande des ressources. Pour être une bonne marque prestigieuse, il faut avoir beaucoup d'éléments de communication, il faut être expert dans les catégories de produits ou dans les services que l'on vend, etc. Et si on donne du salaire, forcément, ça coûte de l'argent. Plutôt que travailler sur ces variables-là, qui sont plutôt bien balisées dans la littérature,
on a essayé de travailler sur le bien-être au travail, parce que c'est un peu dans l'air du temps. On parle beaucoup de QVT, la qualité de vie au travail. Ben oui, c'est très bien. Mais comme Julie Blin est en marketing, elle n'était pas en ressources humaines. En marketing, ce qui nous intéresse, c'est le retour sur investissement. Et donc, pour étudier le retour sur investissement de facteurs que l'on va peu mettre en place pour augmenter le bien-être au travail, ce que l'on va essayer de vérifier à travers ce travail, c'est est-ce que quand on investit dans des facteurs qui vont favoriser le bien-être au travail, ça a une influence positive sur le business. Alors pour l'armée, c'est pas forcément un business, mais ça peut être d'autres formes de business. Mais s'il y a des formes de business partout, puisque, alors ce business-là, justement, traditionnellement, le capital d'une entreprise, il peut être évalué à travers la finance, c'est-à-dire la valeur de l'action sur le marché, le chiffre d'affaires que fait par le marché, la façon, le coût de remplacement de l'entreprise. S'il fallait remplacer aujourd'hui Amazon, vous imaginez que ça coûterait. Hein. Et après, il y a tous les consumer basic brand equity. Là, ça, c'est la fidélisation des clients, c'est le portefeuille de clients. Quand vous vendez une affaire, vous vendez le fonds de commerce, vous vendez aussi la clientèle qu'il y a derrière. Bon, c'est ça, c'est en gros les gens qui sont attachés à la marque et tout ça. Ça, ce sont les deux grandes facettes, c'est ce qui est le plus utilisé dans la littérature aussi pour mesurer le capital d'une marque. Un petit peu moins utilisé, et d'ailleurs Julie a eu beaucoup de mal à trouver justement des références sur le capital humain, c'est-à-dire l'expérience. Oui, effectivement, vous formez des individus, ça vous coûte de l'argent, ça, eux aussi, c'est un nouveau investissement pour qu'ils vivent sur place, etc. Et ils sont des ressources. Ils sont des ressources qui ont des compétences, ils ont transformé des connaissances en compétences, etc. Et donc, du coup, pour mesurer ce capital marque, elle a trouvé une échelle qui réduit ici le capital marque humain à être promoteur de la marque, faire allégeance à la marque et avoir un comportement cohérent avec la marque. Donc, la présentation que je vais essayer de faire la plus courte possible, ça va consister à présenter un peu ces variables et puis à montrer qu'il y a cause à effet. Parce que intuitivement, effectivement, tout le monde sait que oui, plus on va faire attention à notre personnel, plus il sera sympa avec l'entreprise. Ok, mais quel est le facteur ici qui prédomine dans le cas qu'on étudie et dans chacune de vos entreprises? Mais ça, Julie, elle sait le faire. Voilà, et nos étudiants savent le faire. Donc, si vous voulez essayer de mesurer des choses comme ça, n'hésitez pas à me prendre des apprentis, ils ne suivent pas universitaires, etc. Donc, je fais un peu la promo aussi de l'IE. Ouais, voilà, donc en gros, c'est ce que je vous ai un petit peu raconté jusqu'à maintenant, parce que comme j'ai pas les salles de code d'habitude, je fais des allers-retours, mais voilà, la promotion de la marque, donc ici, ça, c'est la mesure pour laquelle un employé est prêt à dire des choses positives sur l'organisation. Ok, c'est le gros, en gros, c'est un ambassadeur de la marque, hein. Il est fier de travailler. Allégeance à la marque, c'est la loyauté, il a envie de respect. Comportement cohérent avec la marque, c'est un comportement des employés souvent prescrit. Non prescrit, pardon, mais cohérent avec les valeurs de la marque. Là, par exemple, aujourd'hui, moi j'ai mis une cravate et une chemise pour venir vous parler parce que je travaille pour l'IE, sinon je serais venu à la chaleur, au moins en polo, voire en short. C'est ça, le comportement cohérent avec la marque. C'est-à-dire, on se sacrifie un peu pour l'image de la marque. Et, employé bronze brand 1, c'est le différentiel effectué au bon connaître de l'employé bronze de la marque. En gros, ça veut dire que je suis un bon homme. Merci à Denis. Alors, là, c'est encore moins lisible pour vous, mais je vais vous le raconter. C'est la méthodologie. Donc, Julie, avec l'aide de Frédéric et de d'autres collègues aussi, hein, j'oublie les noms, mais voilà, je l'ai vu aperçu un au moins du bureau. Et alors, ils ont interrogé 363 personnes. Il y a une surreprésentation des hommes, 70%. Alors, peut-être que c'est représentatif de l'ensemble de l'établissement. Statut militaire civil, 89,5% des militaires. Sous contrat carrière 68 2009, etc. Et alors ensuite, pour les mesures, la qualité perçue du management. Ok, la bulle qui s'appelle qualité perçue du management. J'ai des possibilités d'évolution si je souhaite, mes besoins et mes attentes sont pris en compte, mon chef me montre de la reconnaissance pour mon travail. Pour relation au travail, j'ai le sentiment d'être intégré parmi mes collègues, j'ai de bonnes relations avec mes collègues sont solidaires avec moi.
Pour la gestion du temps de travail, ma vie professionnelle ne déborde pas sur ma vie privée. Le temps que je passe au travail me semble raisonnable. Mes horaires sont stables. L'environnement de travail, je peux personnaliser mon espace de travail, mon poste de travail est adapté à mes besoins, le cadre dans lequel je travaille est agréable. Donc vous voyez qu'ici, à la lecture de ces questions, donc ça c'est les questions, hein, et les gens répondaient de 1 à 7, avec des degrés d'accord. Vous voyez que ce n'est pas des variables qui coûtent beaucoup d'argent. Ouais, c'est plutôt la bienveillance, le management, et tout ça, c'est vraiment cet axe QVT, quoi. Contrairement aux autres que je voulais énoncer, qu'on n'étudie pas ici. Ensuite, pour le capital humain, donc allégeance, c'est je prévois de rester dans l'organisation, je ne vais peut-être pas tous vous les dire, hein, parce que sinon je vais exposer le compteur. Soutien à la marque, je dis des choses positives sur mon organisation aux autres. Comportement conforme à la marque, je considère l'impact de mes décisions sur la marque avant de communiquer ou d'agir. Pardon. Alors vous inquiétez pas, je garde le masque parce que je suis tout le temps en déplacement, mais c'est parce que je fume beaucoup que je tousse. Voilà. Tous les indicateurs qui sont en dessous, c'est des traitements statistiques pour vérifier des fiabilités, validité d'échelle, tout ça, ça s'appelle de la psychométrie. Donc ça veut dire que tout va bien, et il y a plein d'ouvrages qui vous permettent de décortiquer ça, et de toute façon, à la fin, il y a la référence, si vous voulez lire tout l'article, là, on décortique ce que c'est un CFI et tout ça. Voilà les résultats. Alors, en gros, ici, vous avez donc des relations de cause à effet. Une relation de cause à effet, ça veut dire que c'est une relation de cause à effet, c'est pas une corrélation. Hein. La corrélation, par exemple, il ne faut pas confondre les deux. Si je vous dis, ça c'est l'exemple que je prends avec tous mes étudiants, ça les fait sourire, donc je vous le donne. Il y a une corrélation entre la taille des pieds et la taille du QI. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas la peine de regarder vos pieds. C'est simplement que quand on est enfant, on a les pieds qui grandissent, c'est le moment où le QI grandit aussi vite. C'est là où il y a le plus de corrélation. Ça veut dire que plus j'ai grandi, plus j'ai un gros cerveau. Donc là, ici, pour étudier une relation de cause à effet, on prend en compte l'effet de toutes ces variables, c'est le système de covariance entre des facteurs sur une autre variable. Et alors celle-là, elle est encore plus compliquée parce que ça s'appelle un facteur de second ordre, donc on agrège la variance de ces trois sous-dimensions. Autant vous dire que mathématiquement, c'est un peu complexe à traiter. Après, il y a des logiciels qui font tout. Hein. Moi, on clique sur des boutons. C'est pas complexe pour celui qui fait. C'est complexe pour le logiciel. Et pour avoir accès au logiciel, il faut travailler avec l'IA de tour. Donc, une fois que vous avez administré vos questionnaires, après on peut travailler avec vous. Si vous avez administré le questionnaire à l'entreprise, nous en plus on est des fonctionnaires, donc on fait ça gratuitement. Comparé à McKinsey par exemple. Bon, citer que. Ici, vous avez dans des relations causales. Ça, c'est ce qu'on ne savait pas avant de. Vous saviez tous que, oui, s'occuper des salariés, ça avait une influence positive sur le fait qu'ils seront de bons ambassadeurs. Mais qu'est-ce qui avait plus d'influence? Eh bien là, ce qui avait plus d'influence, c'est compris entre moins 1 et plus 1 les résultats ici. Hein. Mais c'est la qualité perçue du management. C'est le fait que la personne, le manager, il soit attentif. Ensuite, c'est l'environnement au travail. C'est le fait qu'ils puissent personnaliser leur espace et se sentir bien au bureau. Ensuite, ici, les relations au travail, ça va les collègues. Et enfin, celle-là, il est négatif. C'est-à-dire que plus ils ont l'impression de pouvoir gérer leur temps, moins c'est les ambassadeurs. Et alors ça, c'est un résultat qui nous a scotché. Mais pas très longtemps. Moi, ça m'a scotché. Mais Julie et Frédéric, non. Eux, ils savent. Ils savent qu'ici, quand on est engagé, eh bien, on peut être appelé à n'importe quelle heure, etc. Et que voilà, on est, y a un truc de. On est engagé, quoi. C'est marqué dans le nom de. On s'engage, quoi. Disponible. Voilà, mais oui. Moi, je ne suis pas engagé comme ça à l'université. Pourtant, j'adore mon métier, et à minuit, je dors. Donc, là, ici, le fait qu'ils puissent pas forcément, qu'ils ne perçoivent pas qu'ils puissent gérer ça, a une influence positive. C'est-à-dire que quand ils ont le sentiment de devoir, de pouvoir être disponible, eh ben, du coup, ça a un effet positif, puisque du coup, ils ne gèrent pas leur temps privé, si vous voulez, sur l'allégeance. L'allégeance, c'est les autres. Ça va? C'est clair ou pas? Voilà. Donc ça, on peut le répliquer dans toutes les entreprises. Si vous voulez savoir, on peut trouver d'autres variables aussi. Parce que là, on a trouvé une grille d'analyse qui permet de mesurer de cette manière, si vous voulez, le bien-être au travail, des facteurs qui améliorent le facteur au travail. Mais des grilles d'analyse, il en existe d'autres. Hein. Pourquoi on appelle ça des cas d'analyse? Parce que c'est des angles d'approche d'un concept. Voilà.
Pour faire la conclusion, donc, son travail à Julie, il a permis déjà d'amener un peu cette dimension humaine, fait, de promouvoir et d'insister, et c'est ce qu'ont dit les relecteurs du travail, qui nous ont dit ça c'est bien. Parce que dans le marketing, on dit, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est vendre des produits, en fait c'est pas vraiment ça. On se soucie de plein de préoccupations sociétales. Et là, en ce moment, c'est un peu au cœur de tous les sujets. Il faut protéger la planète, donc moins consommer, etc. Donc il faut qu'on trouve d'autres systèmes de valorisation. La littérature, bon, mais parce qu'on n'a pas trouvé encore les articles, mais des fois ça se joue à pas grand chose. Hein. Quand on cherche des mots en anglais, tout ça, des fois avec un tiret on peut trouver d'autres articles, donc peut-être qu'il existe d'autres grilles. Alors ça c'est important, par contre, c'est vérifier, inviter à répliquer les modèles. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avec des entreprises. Donc on serait vraiment ravis de travailler avec des entreprises parce que nous on a du temps, on sait faire les questionnaires et plus on en fait, et plus on va pouvoir produire des questionnaires qui seront précis et transposables à différentes entreprises. Ça nous aide et ça aide les entreprises. Dans les magasins, par exemple, j'utilise le NPS, là, le Net Promoter Score, on vous demande est-ce que vous êtes prêt à recommander de 1 à 10 avec une seule question. Ça vaut pas grand chose. Et pourtant, il y a des gens qui reçoivent des primes. Hein. Chez Carglass, par exemple, si vous ne mettez pas 10, et à la fin, le gars, il n'a pas sa prime. Vous voyez, donc il y a des mauvais usages dans certaines organisations de certains indicateurs. Nous, on adore travailler sur les indicateurs et sur la fiabilité, etc. Vous voyez, dans un questionnaire, on met plein de questions inversées parce qu'on veut vérifier que les gens ils disent bien les questions. Rien que ça, si vous ne faites pas ça, vous avez un effet de halo, les gens ils cochent 7, 6, 7, 7, 6, 7, 7, hop, ils rentrent ces questionnaires et ils pensent qu'on va les appeler pour leur donner une récompense en plus. Ouais, donc on a des techniques pour arriver à s'assurer de la fiabilité des infos et ça c'est très important. Bon, et les limites, je ne vais pas trop insister dessus, parce que il y en a comme dans toutes les études, et voilà. Je vous remercie, j'espère que j'ai tenu le timing, et je peux répondre à des questions. C'est assez impressionnant le nombre de personnes que vous avez scannées, etc. Donc 200 personnes, là, vous mettez combien de temps à scanner 200 personnes? Je n'en ai pas la moindre idée. À scanner, à interroger? Oui, à interroger, puis derrière un peu à conclure. C'est sous-entendu, vous essayez de nous dire venez dans nos organisations, etc. Ouais. Le temps de la recherche, c'est pas le temps du consulting, qui est peut-être le temps de l'entreprise, ouais. etc. Il faut 6 mois, il faut 1 an, il faut... Il me semble que Julien a eu 3 semaines. Oui, c'est assez court, mais parce que notamment Bruno, qui est présent, a permis le terrain. Parce que bien souvent, la grande difficulté quand on fait ces enquêtes, effectivement, c'est de pouvoir avoir des répondants. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une transparence, que les gens ne se sentent pas dépossédés de leurs connaissances, et puis qu'ils ne se sentent pas contrôlés. Oui, ça il y a un message d'accompagnement, et ça permet effectivement de remonter beaucoup d'informations qui permettent après effectivement d'avoir une meilleure connaissance des comportements et des organisations. Et après, il faut saisir les questionnaires. Alors là, ça va parce que c'était en ligne, je crois, hein, qu'elle avait envoyé, c'était un lien. Oui. Mais après, quand c'est en format papier, il faut les saisir le soir, là, sous Excel et tout. Ça double ou triple même le temps de. Mais c'est pas grave, hein, on le fait. Ça nous arrive régulièrement et tout ça. Et après, on travaille avec nos étudiants aussi. C'est que on a des entreprises, par exemple, qui veulent faire qui imaginent des pré-tests. Et moi, je travaille souvent avec mes étudiants. Je leur demande d'interroger leurs parents, leur oncle, leur tante, leurs cousins, etc. Et puis hop, ça nous fait des pré-tests. Vous voyez, alors c'est pas sur une organisation précise, mais on peut pré-tester des questionnaires et tout ça. On a une force de frappe incroyable. Moi, c'est juste une remarque, c'est que, comme vous l'avez dit là tout à l'heure, ce soir on a 2 témoignages sur, voilà, les armées sont des entreprises un peu particulières. Et pourtant, à l'origine, on a exactement la même matière première que sont nos jeunes, les Français, etc. Ça serait quand même hyper intéressant d'être capable de généraliser tout ça à des entreprises qui n'ont rien à voir, entre guillemets, avec notre business, pour voir s'il y a des constantes. Ouais. Ou si les gens sont déterministes, là, dans leur berceau, ils savaient qu'ils seraient militaires, à ce moment-là, ça crée des cohortes complètement différentes. Ou si on a affaire fondamentalement à la même matière première, et s'il y a des choses à en tirer. Je suis entièrement d'accord. Et si on peut revenir sur le modèle, s'il te plaît, quand il est traité, celui-là. Ça, on peut traiter dans n'importe quelle entreprise. Et même là où je travaille, ou à l'université, même pour avoir plus de monde, hein, je serais content de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a une influence là. Et après, même des comparaisons de moyenne. Parce que là, ici, à chaque fois, il faut imaginer qu'on peut faire une moyenne de 1 à 7 sur chacun. C'est ce que je ne veux pas, moi, dévoiler. Mais pour ceux qui ont les résultats, vous les avez. Pour voir est-ce qu'ils sont plus ou moins contents. Vous voyez? Et on peut faire ça par service, quoi. Nous, à l'université, on a 11 UFR, je ne sais pas combien il y en a.
après il y a plusieurs facs et des machins et tout ça. On peut comparer aussi en fonction du manager, en fonction de plein de choses. Donc, effectivement, ça peut être utilisé comme des baromètres, et ça pourrait être, enfin, il y a beaucoup d'applications possibles. On a beaucoup plus de possibilités que de temps même pour arriver à traiter toutes les données de façon dont on peut les faire, mais parce qu'on ne les demande pas, sinon on le fera. Traiter les données pour avoir des comparaisons de moyens, des choses comme ça prend une demi-journée, quoi. Le plus dur, c'est d'abord à faire le questionnaire, effectivement, d'abord le faire, et après l'administrer. Mais le plus dur, c'est de le faire, parce qu'il faut que tout le monde puisse bien le comprendre, comprendre les intitulés, tout ça. Il faut le pré-tester, voilà. À l'issue de l'étude comme ça, quand vous avez une structure qui vous sollicite pour mettre en place ce type d'action, vous ne faites pas de préconisation derrière, c'est une restitution. Si, on peut faire des préconisations aussi. Là, en fait, comme c'est le mémoire, ça appartient à Julie de faire les préconisations. Elle les a fait lors de sa soutenance de mémoire. Et après, dans le cadre de son apprentissage, elle a certainement fait des retours pour lesquels je ne suis pas au courant. Mais par exemple, on a travaillé avec Renault et sur l'implémentation de nouvelles options, une boîte à gants qui est réfrigérée. On a travaillé là-dessus parce qu'ils ne voulaient pas nous dire la nouvelle innovation parce qu'ils sont très secrets. Hein. Bon, c'était un avatar. Ils voulaient mettre un avatar dans la voiture, je ne sais pas trop où, mais c'est d'après ce qu'on a compris. Mais ils se sont fait piquer les pieds parce qu'il y a Peugeot et Citroën qui l'ont déjà dit, donc du coup on a le droit de le dire. Qui a déjà fait. Et en fait, ils veulent arriver à mesurer la valeur perçue de cette option. Oui, ben on a travaillé avec eux sur le protocole, parce qu'au début, ils interrogeaient les gens, tout ça, on leur a dit, ben ouais, mais si on ne compare pas, la valeur, c'est une préférence qui est relative. Donc, vous voyez, c'est la valeur d'un Big Mac, quand on a faim et qu'il n'y a qu'un McDo à côté, ça peut être très forte. C'est un restaurant à côte juste à côté, c'est vrai que je vous parle de nourriture pour vous donner un bras. C'est qu'il y ait moins de questions. Rebondir par rapport à cette monsieur, ce qui est intéressant dans la période de crise pandémique et post-Covid, c'est qu'on voit qu'il y a une grande émission qui vient des États-Unis, en ce moment c'est la presse passer le même phénomène en France, il y a un fort taux de l'engagement. Est-ce qu'il ne faudrait pas se dire qu'il faut creuser quels sont aujourd'hui les nouveaux critères d'engagement? Et là, est-ce que c'est toujours la rémunération, la qualité du travail, ou autre, les relations sociales, ou l'aspect communautaire de l'entreprise? Et c'est peut-être ça qu'il faudrait creuser pour renforcer son attractivité. Quels sont aujourd'hui, parce qu'il y a des engagements, mais peut-être parce que les entreprises ne mettent pas en valeur les bons critères, parce que les critères ont changé. Très sincèrement, moi je pense que cette épidémie, mais ça c'est plus une opinion, c'est pas une opinion que je me fais à travers des lectures. C'est que l'épidémie est un facteur déclenchant, mais les jeunes générations en fait, elles ont déjà changé avant l'épidémie sur je recherche un boulot dans lequel je vais m'épanouir plus que gagner des sous, parce que c'est une génération de zapping, parce qu'ils ont appris à jouer à la console seul, parce qu'ils ont appris à pouvoir faire une plaisir seul. De manière hyper intrinsèque parce qu'ils ont des, je ne sais pas si je peux dire là, en plus on est filmé, mais des sexualités débridées déjà à des âges impossibles parce qu'ils sont exposés à plein de choses. Si vous voulez, à la fois ils sont zapping et à la fois ils sont centrés sur et c'est je pense qu'il y a, nous ça nous fait une bonne transition, je pense, pour mieux comprendre ces nouvelles générations. Ça c'est une opinion parce que voilà, j'ai lu des papiers là sur les générationnels, là, les différences générationnelles entre les salariés, et de plus en plus les recruteurs sont inquiets. Parce que les vieux ne savent pas gérer les jeunes, c'est juste ça. Et si les jeunes s'auto-gèrent entre eux, peut-être que ça irait mieux. Mais voilà. Enfin, je ne suis pas un RH, moi je me suis spécialisé en stats et en marketing, donc ce n'est pas mon sujet. Mais c'est plus une opinion. C'est-à-dire que le champ de la RH s'élargit. Maintenant, ils sont plus amenés à gérer la qualité de vie au travail, les problématiques de RSE, comment ils investissent la vie privée avec des frontières poreuses, le travail public, le télétravail dans la vie privée et professionnelle. Et donc, ça donne une autre dimension aujourd'hui à repositionnement de la RH. Mais le problème, c'est que les autres disciplines disent pareil. En compta contrôle, vous dites, ah ben, alors maintenant on fait les audits et les machines, donc du coup on fait de la stratégie, on fait de la qualité, on fait du... Vous voyez, en fait, voilà, c'est transdisciplinaire. Je vais finir avec une dernière petite pub pour IAE, du coup. C'est qu'en fait, le métier de la gestion, tout le monde est en
gestion et tous les cours, jusqu'en master 1 et deuxième, fin du premier semestre. Ceux qui font du market, ils ont des cours de finance, ceux qui font de la finance, ils ont des cours de RH, etc. Parce que maintenant c'est transversal. Vous avez entièrement raison, c'est que tous ces métiers s'étendent, les agendas peuvent s'étendre, et les jeunes générations justement voient, les parents peut-être qui voient tout ça, et peut-être qu'ils ont moins envie. Mais ils seront bien obligés de faire le commun. Merci Laurent. Une dernière question, peut-être si. Merci beaucoup Laurent. Bonne soirée à tous. Merci. Alors. Au-delà de cette représentation, vous voyez en fait que vous avez une expression de ce qu'est l'Assemblée des RH. La personne qui passait les présentations, Adeline Bay, qui est en fait aussi à l'association Assemblée des RH, est doctorante. Elle travaille sur une thèse qui est moins avancée que celle de Romuald. Elle travaille notamment sur, tu peux peut-être présenter la thèse, sur le travail hybride, en gros l'alternance entre télétravail et présentiel, la forme de travail connue par tous depuis le Covid-19. Ouais. Et nous aurons le plaisir de faire une conférence pour le présenter, donc c'est des travaux peut-être à la fin de l'année ou au début 2023, en fonction de vous. Donc vraiment, voilà, c'est ça l'Assemblée des RH, c'est de casser, on va dire, c'est de faire de la porosité entre les environnements, les organisations. Réfléchissez, en tout cas, si vous avez des sujets qui peuvent être intéressants, revenez vers nous pour nous en faire part, parce que nous n'avons pas de vocation, nous ne sommes pas une structure finalisée. En fait, l'Assemblée des RH, c'est vous, c'est nous, et nous allons orienter les travaux de l'Assemblée des RH en fonction des intérêts de la Touraine, du territoire, plus largement de la région, qui est tellement partenaire, en fonction des sujets qu'on doit creuser. Donc on n'a pas, notre priorité c'est la vôtre. Voilà. Et en fait, c'est un peu l'auberge espagnole, c'est que nous tous ce qui importe. Plus on apporte de questions, plus on aura de réponses. Plus on apportera de réponses déjà expérimentées dans d'autres environnements, plus on pourra ouvrir le champ d'expérimentation dans différents environnements. Voilà, merci à vous.